Salam alaikum. Le dernier cours de biochimie pour cette unité et pour l'année, c'est les marqueurs tumoraux. C'est quoi les marqueurs tumoraux? Une petite classification des marqueurs et quelle est l'utilité de ces marqueurs. Donc, les marqueurs tumoraux, comme leur nom l'indique, tumeur, ça veut dire cancer. Donc, ce sont des marqueurs biologiques du cancer. Ça veut dire, donc, en cas de cancer, c'est bon? Donc, en cas de cancer, suspicion de cancer, donc, il existe certains marqueurs, certains métabolites sécrétés par la cellule cancéreuse, la tumeur, qu'on peut la doser au niveau du sang ou autre milieu biologique. Donc, c'est ce qu'on appelle les marqueurs tumoraux ou un marqueur tumoral. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Les marqueurs tumoraux sériques qu'on dose au niveau du sérum. Quelles sont les indications? Comment on prélève? Comment on dose? Et quels sont les principaux marqueurs de l'outil, entre parenthèses, donc on fait journalièrement pour suivre les tumeurs. Donc, quelques notions d'épidémiologie. Depuis 1989, c'est la première cause de mortalité chez l'homme, donc c'est le cancer, en France. Et pour la femme, c'est la deuxième cause. Les responsables, donc les cancers sont responsables de 28% des décès. C'est l'équivalent d'un décès sur 3 chez l'homme et un décès sur 5 chez la femme. Et au total, on estime qu'une personne sur 2 sera touchée par le cancer et une personne sur 4 va en mourir donc, du cancer. C'est des données d'épidémiologie. Vous allez voir ça en détail en 6e année. Le module d'épidémiologie, comment on calcule, comment on obtient toutes ces proportions. 50%, 28%, etc., etc. Donc, on a la notion d'incidence, la notion de prévalence, la notion de mortalité, la notion de létalité, etc. C'est bon? Donc, cette introduction a pour objectif, pour but, pour vous donner une vision que le cancer, la prévalence et l'incidence est en nette augmentation à travers le monde entier, donc depuis des années. C'est bon? Donc la mortalité et la prévalence des malades cancéreux étaient faibles. Et maintenant, donc, d'une année à une année, donc chaque année, il y a de plus de nouveaux cas de cancer et plus de mortalité à cause de cancer. Donc les causes, probablement, c'est les habitudes alimentaires, les rythmes de vie, etc., qui ont nettement changé au cours de l'industrialisation mondiale. C'est bon? Donc, c'est le but de cette introduction que donc, les maladies cancéreuses, le cancer, donc, est en nette augmentation en matière d'incidence, de prévalence, de mortalité à travers le monde. Quels sont les cancers les plus fréquents? Chez l'homme, c'est le cancer de prostate qui est chef de lieu, suivi des poumons et colorectaux, etc. On voit donc le cancer de bouche-larynx. Vous voyez donc le tabagisme qui peut toucher donc la vessie, larynx, le pharynx, le côlon, etc. Donc, vous voyez donc que d'ailleurs le tabagisme est un facteur de risque du cancer, en parenthèse sur du poumon. Donc, les leucémies myéloïdes non hodgkiniennes, le cancer du rein, du foie, de l'estomac, etc. Et chez la femme, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent parmi les cancers qui touchent la femme. Les marqueurs tumoraux cycliques. Donc, on entre dans la biochimie. C'est quoi? Quelques définitions. Ces marqueurs tumoraux, ce sont des marqueurs biologiques du cancer, sont des molécules souvent de nature protéique ou bien polypeptidique. Donc, polypeptidique ou bien protéique, pratiquement c'est la même chose. Protéine, il peut avoir donc, une molécule non protéique, exemple les glycoprotéines. Peptidique, c'est uniquement donc des acides aminés. Les protéines sont formées de plusieurs chaînes polypeptidiques, structure quaternelle, donc pour faire la différence entre protéique et polypeptidique. Mais généralement, donc, c'est de nature protéique. Ces marqueurs sont synthétisés par les cellules cancéreuses et présentent soit sur la tumeur, d'où l'intérêt de l'étude
histologique. L'examen anatomopathologique, l'anapath de la tumeur, est indispensable pour faire le diagnostic des tumeurs. Donc, les cellules cancéreuses tumorales sont couvertes de marqueurs spécifiques à la tumeur, donc sont visibles en étude anatomopathologique. Et soit sont sécrétés dans le sang, donc c'est l'intérêt du cours. C'est les marqueurs biologiques qu'on dose. Donc, ces cellules cancéreuses expriment des marqueurs à leur surface ou bien sécrètent des marqueurs. Donc, la sécrétion, c'est ce qui nous intéresse. Fantoni, très bien. Ou dans les urines, donc, sont excrétables en quantité surtout donc importante, donc mesurable. On peut les doser. Les marqueurs ne sont pas spécifiques d'une tumeur maligne. Donc, j'ouvre une parenthèse. Chez l'homme sain, il existe un seuil, on va parler de notion de seuil, des marqueurs tumoraux. Ça veut dire ces marqueurs ne sont pas indétectables chez l'homme sain. Vous suivez? Donc, il existe un seuil, donc inférieur à un certain seuil, donc c'est normal. Donc, ils sont présents chez l'homme sain. À partir d'un certain seuil, donc il devient pathologique. Et on parle donc d'un marqueur tumoral des cellules cancéreuses. Et c'est pour ça qu'on parle de spécificité, c'est manque de spécificité, donc c'est les marqueurs cardiaques. Spécificité et sensibilité. Ça veut dire absence de faux positifs. Voilà, donc absence chez le sujet sain, et ce n'est pas le cas. Donc ils sont présents chez l'homme sain avec un seuil, bien sûr. Très bien. Les marqueurs tumoraux sont des substances dont la concentration peut témoigner l'existence ou l'évolutivité de la maladie. C'est très important, donc à la fin de la conclusion, vous allez remarquer que les marqueurs tumoraux ont très peu d'intérêt en matière de cancérologie. C'est bon? Donc, dès le départ, sont très peu d'intérêt en cancérologie. On revient un petit peu en arrière les marqueurs cardiaques. Les marqueurs cardiaques sont très spécifiques et sensibles pour l'atteinte cardiaque, exemple donc l'IR. Les marqueurs tumoraux, non. Un taux élevé d'un marqueur tumoral chez un sujet, ça ne veut pas dire donc la présence du cancer. Donc il manque de sensibilité, il manque de spécificité. Donc on va voir l'utilité de ces marqueurs. Donc j'ai mis en rouge peut témoigner, ça veut dire donc il manque de sensibilité, il manque de spécificité. Il aide, c'est tout. C'est bon, vous suivez? La nature chimique est très variable. Exemple, les protéines fœtales, l'ACE et l'alpha-fétoprotéine. Donc, on va les détailler à la fin, un par un. Il existe des marqueurs de nature protéique, de nature hormonale. Exemple, la HCG, l'insuline, la gastrine, la calcitonin, les catécholamines. Il existe aussi donc les immunoglobulines. Nous avons vu dans la séance précédente les protéines au cours des mélanges. Très bien. On peut trouver donc un marqueur qui aide au diagnostic des mélanges, une immunoglobuline entière, donc IG, IgM, IgA, etc. Ou bien une fraction, une chaîne légère, kappa ou lambda. Très bien. Les enzymes, la phosphatase alcaline, qui peut témoigner les métastases. On sait que les métastases, généralement, toujours hépatiques, c'est le premier siège des métastases, c'est un siège préféré, suivi donc des métastases osseuses, et dans les deux cas, on assiste à une élévation des pales. Et généralement, les malades sous chimiothérapie, donc un bilan de suivi avant chaque cure et après chaque cure, donc le bilan hépatique plus la pale.
pour surveiller les métastases. La phosphatase acide prostatique est un marqueur anciennement utilisé dans le cancer de la prostate. Et le NSO, le neurone spécifique énolase, est une enzyme spécifique des cancers bronchiques à petites cellules. On va le détailler à la fin. Il existe aussi des antigènes de différenciation mis en évidence dans les sillons de cellules tumorales. Exemple, le CA125, a dommage plus répandu, CA125, 19,9, 15,3. سمعتوهم بهم ولا مقبل؟ Jamais. Cancer du sein, CA15,3, donc il est très demandé en cas de cancer du sein pour le suivi des malades après chimiothérapie. Donc on suit l'évolution de ces marqueurs après chaque séance de chimiothérapie. Le CA125, exemple pour les cancers de l'ovaire, le CA19,9 pour les cancers pancréatiques, etc. Et les antigènes spécifiques d'organes, exemple la PSA, l'antigène spécifique de la prostate. Donc cet antigène, nouvellement donc découvert il y a quelques années, il a remplacé la PAP, la phosphatase acide prostatique. C'est bon, donc chaque marqueur, on va le détailler. C'est quoi un bon marqueur? Un bon marqueur, au sens large, hein? On parle pas maintenant généralement de marqueur tumoral. Un bon marqueur, c'est quoi? J'ouvre parenthèse comme la troponine, il doit être donc sensible et spécifique. Et de ce fait, il peut poser du diagnostic. Donc, troponine positive, c'est l'IDM. Donc, on pose diagnostic de l'IDM. Vous suivez? Il permet de localiser une tumeur, prévoir une extension. Par exemple, l'élévation de la PSA, cancer de la prostate, l'élévation de la 19,9, c'est un cancer du pancréas. On va voir par la suite comment ils sont utilisés. Et évaluer l'efficacité thérapeutique. Après chaque traitement, une cure de chimiothérapie, radiothérapie, donc une nette baisse de ce marqueur dans le sang. Vous suivez? Son dosage devrait être fiable, sensible, facilement dosable, etc. Donc des critères analytiques. Donc on ne trouve pas de difficulté à doser, comme la PAP, la phosphatase acide prostatique. Il existe des contraintes pour la doser, c'est pour ça donc elle a été remplacée par la PSA. Donc les critères diagnostiques, les critères pronostiques, critères de suivi de thérapeutique et les critères analytiques, tous ces critères donnent un bon marqueur. Donc un bon marqueur doit être sensible, spécifique, facilement dosable, il permet le suivi, il donne une idée sur l'évolution des critères pronostiques, etc. Mais malheureusement, un marqueur tumoral idéal qui peut avoir tous ces critères, ou bien la moitié, donc n'existe pas. Donc il n'existe pas un marqueur tumoral idéal. Donc soit il manque de sensibilité, soit il manque de spécificité, soit il est difficilement dosable, etc. Donc en réalité, en général, il n'y a pas de spécificité d'organe. Par exemple, la CA15,3, j'ai dit qu'elle est utilisée pour le suivi du cancer du sein. Il existe des augmentations de la CA15,3 dans d'autres cancers. Donc, il n'est pas spécifique du cancer du sein. La 19,9 aussi, donc, il est plus ou moins indiqué dans le cancer du pancréas, mais il existe d'autres cancers. On assiste à l'augmentation de ce 19,9. La CIO, la même chose, la phosphatidylprotéine. Donc, il n'y a pas de spécificité d'organe. Un marqueur tumoral augmenté, ça ne suffit pas, donc il y a un organe qui est touché. Donc, il y a ce qu'on appelle bilan d'extension, qui nécessite donc la scintigraphie, d'autres moyens. Et c'est pour ça, donc, en biologie, en matière de biochimie, donc les marqueurs tumoraux sont très peu utilisés, surtout pour le diagnostic. Jamais. Donc uniquement, donc s'il y a une tumeur ou un cancer diagnostiqué, ce patient, ce malade commence donc bilan d'extension, etc., le traitement, et là, les marqueurs tumoraux trouvent leur intérêt dans le suivi thérapeutique, donc pour prévoir l'évolution, bien la rechute. Exemple, le cancer de la thyroïde, après l'ablation, la thyroglobuline, qui est donc la matière, une protéine colloïdale du tissu, spécifique du tissu de la thyroïde, il devient indétectable. Le suivi de ces malades après l'ablation totale de la thyroïde, par le dosage de la thyroglobuline. Donc une augmentation de la concentration signifie que donc, les cellules de la thyroïde
donc toujours qui existe et peut être donc métastasé. Donc l'évolution ou le pronostic de cette augmentation de cette concentration, il précède l'étape radiologique, etc. C'est bon, vous suivez. En général, donc il n'y a pas de spécificité tumorale, il n'y a pas de spécificité d'organe. Il existe des marqueurs, il n'existe pas de marqueurs pour tous les cancers, donc il existe d'autres cancers qui n'ont pas de marqueurs biologiques. C'est bon? Vous suivez? Donc il n'y a pas tous les cancers ont un marqueur, non, donc c'est pas juste. Le cancer du rein, exemple, mais il n'y a pas de marqueur spécifique qu'on peut trouver. Et l'état sanguin peut influencer par beaucoup d'éléments indépendants de la pathologie, en parenthèse non tumorale. Donc, par exemple, une gastrite peut entraîner une augmentation de l'acide. Une gastrite peut entraîner une augmentation de l'acide. Donc, une pathologie non tumorale peut entraîner une augmentation d'un marqueur tumoral. Donc, il manque de sensibilité, de spécificité. Un marqueur tumoral n'est pas une constante biologique traditionnelle, par exemple la glycémie au-delà d'un système diabète en dessous. Donc, même s'il y a une augmentation de concentration, donc il peut augmenter en dehors de toute pathologie tumorale. Le seuil de décision, généralement, il y a un seuil d'épidémiologie, donc il se situe entre la sensibilité et la spécificité. Donc, sans entrer dans le détail. Donc, ce seuil de décision, il dépend des techniques de dosage. Bon, un autre inconvénient des marqueurs tumoraux, c'est qu'il y a plusieurs techniques de dosage. Et une technique de dosage diffère entre les laboratoires, et de ce fait, ce changement peut donc donner des fluctuations. Une valeur élevée dans un laboratoire, une valeur normale dans un autre laboratoire, et les deux sont justes. Et de ce fait, donc, de l'idéal de faire le suivi des patients par la même technique dans le même laboratoire. C'est bon? C'est très important. Il existe cette variabilité de dosage entre les techniques. Et c'est un autre inconvénient. Donc, je fais un dosage dans ce laboratoire, 2 séances de cure, je fais un dosage dans un deuxième laboratoire, donc je ne peux pas comparer les résultats. Et je ne peux pas savoir s'il y a une augmentation ou une baisse. Toujours le suivi coule avec la même technique. Donc, de ce fait, le même laboratoire. C'est un autre inconvénient des marqueurs tumoraux. Quelles sont les indications? Généralement, donc, les marqueurs tumoraux trouvent leur indication. Premièrement, dans le dépistage, dans certains contextes, ou bien le pronostic. Le pronostic, c'est la baisse, normalement, le pronostic. S'il y a une baisse des marqueurs tumoraux, donc au fur et à mesure de traitement, c'est le bon pronostic. S'il y a une augmentation, donc il peut témoigner une rechute. Vous avez compris? Donc, jamais une marqueur tumorale pose le diagnostic d'un cancer. C'est très, très important. Deuxième erreur que doivent faire les médecins, c'est la prescription de plusieurs marqueurs tumoraux. Par exemple, suspicion d'une tumeur, etc. Et bien, donc, il prescrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jamais. Donc, ça rend l'image plus floue. Donc, toujours, donc, le suivi d'un marqueur tumoral à partir d'un, au maximum de 1 ou 2. C'est bon. Donc, il n'existe pas un bilan tumoral complet. C'est clair? Pour le dépistage, aucun intérêt pour les cancers fréquents, malheureusement, car dans la majorité des cas, les taux de marqueurs sont normaux dans les cancers. Exemple, cancer du sein confirmé, marqueur CA15-3 normal. Vous suivez? Un cancer de la prostate avec PSA normal, ça existe. C'est bon? Et de ce fait, donc, c'est quoi le dépistage? Le dépistage, c'est de cibler une population et faire la recherche de cette maladie régulièrement. C'est bon? Exemple, je donne l'exemple du diabète. Donc, après 40 ans, le diabète, donc, c'est l'âge de démarrage du diabète type 2. Il peut rester donc des années méconnu
par le patient lui-même, donc il est inconscient de son diabète, et de ce fait, donc, on trouve les hamalat, tawiyya ou tkhsisiya, c'est l'âge de 40 ans avec le poids, etc. Donc, c'est de faire le bilan, et généralement, dans 10% de cette population donc, ciblée, on trouve un diabète. C'est ça le dépistage. C'est chercher la maladie dans une population donnée. Un autre exemple, le PSA chez les hommes de plus de 60 ans. Bon, donc comme il dit 50 ans. Donc il y a une indication d'un dosage annuel de la PSA chez tous les hommes plus de 50 ans. Une augmentation donc en faveur d'un tissu donc prostatique qui augmente de taille. Exemple, CA15-3 pour le cancer du sein. Donc il existe certaines sociétés, donc toujours en fréquence, plutôt, qui dépend de l'âge, donc la population bien choisie. Donc l'âge, la région, etc. Donc le dosage de ce marqueur de façon quotidiennement, annuellement, mensuellement, trimestriellement, pour voir donc une évolution. Exemple, la PSA pour le cancer de la prostate. La PSA peut être utilisée donc, pour le dépistage du cancer de la prostate. Entre parenthèses, même une augmentation. Donc, on peut voir le diagnostic d'après le cancer de la prostate. Une augmentation donc, chez un homme qui suit régulièrement. Donc, cette augmentation, donc, avec augmentation de la taille de la prostate, donc, ça nécessite un examen histologique, c'est l'anapathe, pour voir donc, s'il y a donc, une tumeur qui est en développement ou bien non. Et toujours, donc, le diagnostic n'est pas posé par le marqueur tumoral. La même chose pour les CIFRA 25, les CIFRA 120, les CIFRA 21 plutôt, donc pour le cancer bronchique. Il existe un intérêt possible dans certaines populations à risque, exemple la thyrocalcitonie ou la phytoprotéine dans les hépatocarcinomes sur cirrhose. La séance précédente, les marqueurs hépatiques, nous avons parlé de la cirrhose. Le chapitre qui concerne, bien le paragraphe qui concerne le cancer du foie. Donc, on a passé à côté. Donc, le cancer du foie est un cancer plus ou moins fréquent. La même chose, donc, d'évolution très lente, après 50 ans d'une maladie du foie, qui peut évoluer vers ce stade de cancer du foie. Donc, il existe un marqueur, c'est l'alpha-fetoprotéine, qui est donc de suivi régulièrement de dosage régulier chez ces malades cirrhotiques. Donc après, cette élévation peut orienter vers le passage à un stade de cancer. Mais toujours, donc, il nécessite d'examens complémentaires. C'est un signe d'alarme pour poser le diagnostic de cancer. Donc il ne faut jamais poser le diagnostic par un dosage sérique d'un marqueur tumoral. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Cours simple. Et voilà donc, un dosage d'un marqueur tumoral, jamais il remplace l'examen histologique. C'est l'anapathe. Donc, ces biopsies, ces prélèvements, ces fonctions, l'essentiel, il passe un examen anatomopathologique pour poser le diagnostic des cancers. Un dosage d'un marqueur ne sert pas à faire le diagnostic, sauf, par exemple, un contexte clinique, exemple, une grosse prostate, avec l'âge, avec augmentation de la PSA, peut orienter vers un cancer, mais il existe donc un examen anatomopathologique de la prostate. Pour le pronostic, évaluation de l'efficacité thérapeutique, concentration initiale du marqueur indispensable. Ça veut dire donc J0 avant même de faire soit l'ablation, le traitement chirurgical, le traitement radiologique ou bien le traitement chimiothérapie, donc c'est 3. Un examen donc marqueur pour voir la concentration initiale. Après le traitement, quel que soit le traitement donc chirurgical, etc., donc l'évolution de ce marqueur de dosage quotidien. Et s'il y a donc une baisse constante de ce marqueur, donc c'est un bon signe, un bon pronostic.
et l'augmentation et l'élévation de façon totale, donc une cassure de la courbe coriote, donc c'est un mauvais pronostic qui peut orienter vers une rechute, un tissu cancéreux de nouveau donc poussé, qui peut même donc être à l'étape biologique précéder l'étape lésionnelle bien du tissu. L'élévation des marqueurs, voilà, l'augmentation continue sous traitement, donc échappement thérapeutique. L'élévation des marqueurs peut être avancée de diagnostic de rechute. Oui, voilà, donc rechute. C'est quoi une rechute? Ça veut dire ce patient est mis sous traitement. Il y a toujours donc le traitement de cancer chirurgical, radiologique, c'est la radio, il y a la radiothérapie, ou bien chimiothérapie. Tout ça, donc, s'il y a malgré ça une nette augmentation de ce marqueur, donc ça peut orienter vers une rechute. Une rechute, ça veut dire la masse tumorale, elle va augmenter de taille, soit donc les cellules vont migrer, métastaser, etc. Pour le prélèvement, nous avons parlé donc de marqueurs sériques, donc c'est le sérum, c'est le sang. On peut doser aussi donc les marqueurs tumoraux au niveau urinaire, si l'élimination urinaire, on peut doser au niveau calcaire, etc. Généralement une étude sec et le jeûne est préféré. On peut doser donc même marqueurs tumoraux après avoir mangé, en postprandial. Faire attention au moment du prélèvement, chimiothérapie, intervention chirurgicale, PSA et toucher rectal. Donc un point important, la PSA, l'antigène prostatique, augmente après toucher rectal. Le toucher rectal, vous avez fait en sémiologie, toucher rectal, TR. Toucher rectal, donc c'est un examen clinique de la prostate, etc., douleur abdominale effectuée par généralement l'urologue, etc. Donc ce toucher augmente considérablement PSA. C'est un point très important qui peut fausser les résultats, donc il faut toujours un intervalle, quelques jours, entre le toucher rectal, le TR, et le dosage de la PSA. Sinon, donc, les valeurs seront faussement augmentées par ce qu'on appelle l'effet pointe. Le rythme de prélèvement, il dépend du cancer, du rythme chaque année, chaque 6 mois, chaque mensuel, semestriel, etc. Donc ce rythme, il dépend de plusieurs critères soit thérapeutiques, soit du cancer lui-même, etc., etc. Pour le dosage, il existe une variabilité de structure des tumeurs et une variabilité même des techniques. Et vous voyez donc en rouge le suivi du même patient doit se faire par la même technique et donc le même laboratoire. Donc, et c'est un inconvénient, j'ai dit au départ, c'est un inconvénient. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs laboratoires. Bon, les firmes, par exemple, Roche Diagnostic, Pfizer, etc., etc. Donc, chacun peut fabriquer un réactif pour le dosage et chacun d'eux peut faire ses propres normes. Donc l'interprétation entre les laboratoires, elle sera difficile. Donc l'idéal, c'est de faire le même prélèvement et plutôt le suivi par le même laboratoire et donc la même technique. Pour les techniques de dosage, les techniques immunométriques, les dosages des protéines. Donc technique générale, spécifique protéines, électrophorèse, c'est bon, immunofixation, etc. On va détailler donc un par un. On commence par les antigènes oncophoto, l'alpha-fetoprotéine et l'ACE. Ce sont des protéines présentes à l'état normal à la surface de certaines cellules fœtales et disparaissent rapidement à la naissance. Bon, je vais ouvrir une parenthèse. L'alpha-fetoprotéine, c'est l'équivalent de l'albumine chez l'enfant, chez le fœtus plutôt. Donc l'alpha-fetoprotéine, c'est une protéine synthétisée par le foie fœtal. Et c'est une protéine qui transporte donc rôle de transport, etc. Donc c'est l'équivalent de l'albumine, entre parenthèses chez l'adulte. Cette synthèse d'alpha-fetoprotéine, donc elle baisse après la naissance jusqu'à la disparition avec un taux basal et remplacé par l'albumine. Deux types des antigènes sont couramment utilisés comme marqueurs tumoraux, l'ACE, l'antigène carcinome embryonnaire et l'alpha-fetoprotéine.
Pour l'ACE, c'est une glycoprotéine. La production pendant la vie embryonnaire et fœtale, l'arrêt de la synthèse après la naissance, mais il existe un certain taux d'ACE chez l'adulte. Principalement, la principale indication de l'ACE, c'est le suivi des cancers colorectaux. Généralement, les cancers digestifs. Donc, cancer digestif, syndrome occlusif, etc. Donc, toujours, les médecins prescrivent l'ACE. La valeur seuil, c'est inférieur à 5 microgrammes par litre. Donc, une valeur supérieure à 5, une valeur pathologique. Vous voyez donc le manque de spécificité de ce marqueur, l'ACE. Donc, généralement, c'est un marqueur des cancers digestifs, surtout les cancers colorectaux. Et il existe une augmentation de ce marqueur, l'ACE, dans le cancer du sein, ovarien, utérus, médulaire de la thyroïde, etc. Donc, il manque de spécificité. Et c'est pour ça, donc, si un médecin prescrit le dosage de l'ACE et on assiste à une augmentation de l'ACE, donc ça n'a aucune indication. D'accord? Donc, le contexte, une masse radiologique au niveau de l'intestin, au niveau du rectum, au niveau, etc., pour s'orienter vers l'usage du marqueur. C'est bon? Donc, pas de valeur diagnostique, jamais donc une valeur augmentée. Même en cas donc des données radiologiques avec marqueur élevé, c'est l'anapathe qui pose le diagnostic des cancers. Valeur pronostique importante pour le cancer du sein et le côlon par exemple. Pronostic, ça veut dire diagnostic est posé, le traitement est en cours et ensuite donc l'évolution de ce marqueur après chaque séance de traitement. Est-ce qu'il est utilisé en dépistage? Non. Est-ce qu'il est utilisé en bilan d'extension? Généralement non. L'intérêt majeur de ce marqueur est le suivi thérapeutique des cancers colorectaux, donc des rechutes. Donc à la fin, la conclusion globale, c'est généralement donc pratiquement tous les marqueurs tumoraux donc, sont utilisés comme marqueurs de suivi thérapeutique et donc le diagnostic des rechutes. S'il y a une augmentation, donc ça a de mauvais pronostics. L'alpha-photoprotéine, généralement, c'est un marqueur du foie. Bon, entre parenthèses, il existe certaines indications de doser, plutôt de dépister le cancer du foie chez les malades cirrhotiques. Donc, les patients qui ont une cirrhose avancée du foie, donc il y a une indication de dosage périodique de l'alpha-photoprotéine, donc qui peut donner une évolution vers un cancer du foie. La même chose, c'est une glycoprotéine, donc c'est une protéine oncophotale d'origine le fœtus. L'intérêt, c'est l'hépatocarcinome, c'est l'intérêt majeur, c'est le cancer du foie. L'alpha-phétoprotéine. Existe certains donc, cas d'augmentation de tumeurs donc, germinales, autres tumeurs pancréatiques, estomac, etc. On assiste à une augmentation dans 17% des cas par rapport au cancer du stomac, 23%, etc. Autre situation d'augmentation, pathologie les hépatites virales. Et vous voyez donc une hépatite bénigne, donc une hépatite tumorale, où il y a une augmentation de ce marqueur. Et au cours de la grossesse, à partir de la 19e semaine d'aménorrhée, il y a une augmentation chez la maman de l'alpha-photoprotéine, donc d'origine fœtale. La valeur seuil, c'est inférieur à 7 microgrammes par litre. Ainsi, un taux supérieur à 12 fois la normale est très évocateur d'un hépatocarcinome. Et donc, vous vous rappelez, la principale indication de l'alpha-photoprotéine, c'est l'hépatocarcinome, c'est le carcinome du foie. Le 19-9, c'est beaucoup plus l'utilisation, c'est le cancer du pancréas, à notre abdomen avec le temps. Donc, 19-9, c'est beaucoup plus le cancer du pancréas. La même chose, c'est une mucine, donc c'est une glycoprotéine de surface, c'est comme la salive, donc de sécrétion. C'est pour ça qu'on dit mucine. Donc vous cherchez mucine, donc c'est des glycoprotéines de sécrétion comme la salive. Vous voyez donc l'expression, c'est l'épithélium fœtal de l'estomac, l'intestin, du pancréas. Très faible expression de le foie et du poumon. La principale utilisation, c'est le diagnostic différentiel et suivi évolutif du cancer du pancréas. C'est très important. Il existe malheureusement des faux positifs, donc il manque de spécificité. On peut assister à donc des taux élevés de 19,9 dans certaines maladies inflammatoires, donc totalement
donc bénin, non maligne. Vous suivez, donc une maladie inflammatoire de type digestif donne une élévation de 19,9, donc en dehors de toute pathologie maligne. C'est très important, donc les gens confondent. Le jour ils trouvent donc des valeurs élevées d'un marqueur tumoral, donc c'est bon, un cancer. Non, jamais. Les hépatites chroniques, cirrhose, pancréatite. Il faut toujours les valeurs seules, valeur de référence inférieure à 27, donc nous c'est pas la peine de l'apprendre. Pour secours, donc il faut apprendre uniquement donc c'est pour l'utilisation. Le 15-3, c'est le marqueur le plus utilisé dans le cancer du sein. Utilisation, détection des récidives. Vous voyez donc toujours on parle de rechute. On parle toujours donc de suivi des malades après traitement. 19,9, alpha-phétoprotéines, etc. Donc c'est toujours le suivi. Donc détection des récidives après rémission d'un cancer du sein. Contrôle de la réponse au traitement. Donc réponse au traitement, donc ça veut dire une baisse. S'il y a une augmentation, c'est témoin d'une rechute. La valeur de référence inférieure à 30 unités par millilitre. Autre situation responsable d'augmentation, affection bénigne des mammaires, gynécologique, urologique, peut donner des taux élevés de CA 15,3 en dehors du cancer du sein. Les taux élevés de cet antigène sont retrouvés dans 50% des cas de tumeurs primitives. Vous voyez donc la spécificité, donc 50%. Donc, tumeur, le cancer du sein posé diagnostic anatomopathologiquement, en dose de 15,3, donc valeur normale, inférieure à 30. Donc, même en cas de cancer, on peut trouver, donc, généralement on trouve des taux normaux de ces marqueurs. Donc, il manque de sensibilité et de spécificité. Ces taux donc sont élevés généralement en cas de métastase. Est-ce qu'il est utilisé pour le dépistage? Non. Est-ce qu'il est utilisé pour le diagnostic? Jamais. Sa principale indication est la surveillance du traitement. 125, c'est un marqueur de cancer de l'ovaire. Toujours dans ces glycoprotéines exprimées par les cellules épithéliales non mucineuses de l'ovaire. La principale indication, c'est bilan d'expansion et suivi d'un carcinome épithélial séreux de l'ovaire. Il existe d'autres situations, bien sûr, d'augmentation de ces marqueurs. Vous voyez, exemple, le cancer, c'est le kyste. La valeur de référence, c'est inférieur à 35 unités par ml. Pour la PSA, donc il restera beaucoup, la PSA. Glycoprotéines, produit par la prostate. La valeur de référence inférieure à 4 microgrammes par litre. Il existe la notion de PSA libre et la PSA totale. Donc cet antigène circule sous deux formes, soit libre, soit lié. L'augmentation de la fraction libre est en faveur d'un mauvais pronostic et toujours les médecins réclament le rapport de PSA libre sur la PSA totale. Les normes inférieures à 20, supérieures à 20, donc c'est un mauvais pronostic. Vous voyez donc, il est présente ou bien elle augmente en cas de cancer de la prostate. Sans oublier donc le toucher rectal. PSA et dépistage, oui, il est utilisé pour le dépistage, surtout donc la population ciblée, l'âge chez l'homme, plus de 50 ans avec augmentation de la taille de la prostate. Donc il existe la maladie bénigne, hypertrophie bénigne de la prostate, HBP. C'est bon, donc il y a l'indication du dosage de la PSA, une augmentation donc, de PSA chez le patient, donc en faveur du passage de la malignité. Donc, toucher rectal et PSA, faire attention, donc c'est un moyen d'augmenter le taux de PSA. Tenir compte du seuil, le seuil c'est inférieur à 4, et le seuil décisionnel c'est 10, voilà 10, voilà 2 à 10. Et il existe l'option de PSA libre et le rapport PSA libre, bien le ratio PSA libre PSA total. Il existe une autre indication de PSA dans le bilan d'expansion, scintigraphie, plus la scintigraphie. Pour la surveillance,
Oui, il est utilisé, donc surveillance après ablation via traitement radiologique, radiothérapie, via chimiothérapie PSA, donc c'est le suivi comme les autres marqueurs. Donc les autres marqueurs sont utilisés pour le suivi. PSA, il peut être utilisé pour le dépistage. Vous suivez? Donc une indication et même le bilan d'extension. Le CIFRA ou le NSE, c'est deux marqueurs utilisés généralement pour le suivi des marqueurs de cancer bronchique. Donc lorsque vous faites donc l'oncologie, vous allez voir donc les différents types de cancers à petites cellules, épithélium, etc. Donc le CIFRA, le cancer épidermoïde bronchique, toujours c'est le suivi thérapeutique, et même l'NSE, donc le carcinome bronchique anaplasique à petites cellules. Donc c'est carrément différent. Il existe également donc une augmentation au cours de neuroblastome. La neuroblastome, je pense, la médulo. Le cancer de la médulo-surrénale. Donc, ce cancer, il existe chez l'adulte et chez l'enfant. La neuroblastome chez l'adulte et le phéochromocytome chez l'enfant. C'est la même chose. La médulo, c'est la glande qui synthétise des catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline, donc il s'accompagne d'une HPA, etc., etc. Donc ce cancer, on peut assister à l'annulation de cette NSE. Il existe donc d'autres marqueurs, le VGA, etc., pour le diagnostic de ce type de tumeur, le phéochromocytome et le neuroblastome. La thyroglobuline, c'est une protéine colloïdale de la glande thyroïde. Donc elle est responsable de la synthèse de la T3 et la T4, les hormones thyroïdiennes. Donc la protéine, elle se trouve uniquement au niveau de la glande thyroïdienne. C'est bon? En cas de cancer de la thyroïde, donc l'indication c'est l'ablation totale. Une ablation, ça veut dire ce taux de cette protéine thyroïdienne, elle devient indétectable. Une élévation, ça veut dire donc qu'il y a un tissu quelque part thyroïdien, soit au niveau glandulaire, donc qui nécessite un curtage, donc l'opération n'a pas été bien faite, ou bien métastasique. Donc, localisation, c'est la colonie matrice, utilisation de marqueurs spécifiques. Très bien, voilà. J'ai dit au départ qu'il se trouve uniquement dans la glande thyroïde, et vous voyez donc le mot spécifique, et les spécifiques de la glande thyroïde. C'est simple. Problème analytique, interférence. Bon, c'est comme valeur de référence indétectable. Un cancer de la thyroïde nécessite l'ablation de toute la glande. Une ablation, ça veut dire que toutes les protéines de la thyroglobuline deviennent indétectables. Donc, ces patients, bon, il existe plusieurs types de traitements. Il existe l'irathérapie, le traitement radiologique, l'iode radioactive. Donc, il est mis dans la glande, il va brûler la glande thyroïde parce que l'iode est utilisé par notre glande. Donc, c'est un moyen donc, de traitement, l'irathérapie, l'iode radioactive, donc il est utilisé pour donc, stopper cette glande ou bien l'ablation chirurgicale. Donc, il y a plusieurs moyens. Et donc, à la fin, ces patients sont suivis régulièrement, donc mensuellement, annuellement, par le dosage de la thyroglobuline. Donc, une augmentation de la thyroglobuline nécessite un bilan d'extension, une scintigraphie pour voir les tâches où se trouve cette thyroglobuline. C'est bon? La calcitonine, vous vous rappelez la calcitonine, métabolisme phosphocalcique, le calcium, donc sécrété par les cellules parafolliculaires de la thyroïde. Donc, il existe le cancer médullaire de la thyroïde, avec une sécrétion de cette calcitonine. Donc, c'est une hormone hypercalcémiante. Donc, elle est utilisée en cas de cancer de la parathyroïde. Dépistage, diagnostic, suivi des cancers médullaires de la thyroïde. Voilà, forme familiale, CMT, c'est le cancer médullaire de la thyroïde. Sujet sain inférieur à 10 picogrammes par litre. Vous connaissez l'HCG, l'hormone de la grossesse, sécrété par les cellules trophoblastiques du placenta. Il a donc qu'il assure le maintien de la sécrétion de la progestérone et l'estradiol chez la femme enceinte. Vous vous rappelez? Donc cette hormone,
Elle est utilisée donc en dehors de grossesse, bien sûr. Elle est utilisée comme marqueur tumoral. Cancer testicule. C'est mentionné, non? Donc, généralement, voilà, testiculaire. C'est sûr que donc, les cancers de testicules chez l'homme, donc, la l'HCG est un marqueur de cancer de testicules. C'est une glucoprotéine, donc c'est bien, c'est connu, grossesse, pathologie bénigne, cirrhose ulcère, les pathologies malignes, donc cancer trophoblastique, testiculaire, digestif et mammaire. Et surtout donc les cancers testiculaires, c'est la principale indication de dosage de la HCG. Il existe d'autres hormones, les catécholamines, leurs dérivés, les phéochromocytomes et la neuroblastome. Les maladies dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les tumeurs de la médulosurrénale, neuroblastome et phéochromocytome. Donc ces tumeurs donc, sont caractérisées par une synthèse, une sécrétion active des catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline. C'est la sérotonine augmentée dans les tumeurs carcinoïdes, la gastrine sérique augmente en cas de gastrinome et l'insuline augmentée en cas d'insulinome. Bon, l'insulinome est une tumeur qui sécrète l'insuline. Elle est découverte chez un patient qui présente des comas hypoglycémiques. Voilà, les épisodes hypoglycémiques. Donc, il y a une sécrétion inappropriée, généralement en dehors du pancréas, par l'insuline. Et ce qu'on appelle donc l'insulinome, c'est cette tumeur qui sécrète l'insuline. Donc, on dose l'insuline et on trouve donc des concentrations élevées d'insuline. Et bien sûr, il existe donc d'autres moyens de bilan d'extension. Pour les enzymes, la phosphatase acide prostatique, donc c'est une enzyme spécifique plus ou moins du pancréas. Il existe la phosphatase acide osseuse, donc à des tartrates résistantes. Donc, il existe un contrainte dans le dosage. Cette marqueur, la PAP, la phosphatase acide prostatique, elle a été remplacée par phosphate, PSA. La phosphatase alcaline, donc c'est une protéine, on en a parlé la dernière fois, surtout donc pour le suivi, elle augmente en cas de métastase, soit osseux, soit hépatique. Et c'est les deux sièges majeurs de métastase. La LDH, enzyme, marqueur cardiaque, marqueur de cytolyse hépatique. La LDH généralement augmente dans tous les cancers. Augmente dans 20 à 60% des cancers. Donc surtout les cancers du sang, les leucémies, lymphoïdes, myéloïdes, etc. Donc une LDH augmentée généralement dans tous les malades. Donc on a le service d'hémato avec les malades cancéreux du sang. Donc généralement on trouve toujours des taux élevés, surélevés de LDH. Elle est utilisée surtout comme révélateur de la masse tumorale dans certains lymphomes non hodgkiniens et surtout donc lors de la surveillance en cours de traitement après traitement. En conclusion, il n'y a pas de spécificité. Leur intérêt reste très très limité en matière de pistage, donc il n'y a pas de pistage pour le macrotumor, sauf pour la PSA très bien, donc il est très limité. Il joue cependant un rôle fondamental dans la surveillance, l'évolution de patients après traitement. Donc surveillance de rechutes, etc. Alors, c'est la conclusion du cours. Est-ce que vous avez des questions? Cours simple. Donc, si vous avez des questions, donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions, vous avez mon mail ou le cours à